cette ASH 2022, il y avait essentiellement deux communications intéressantes sur les mastocytoses agressives qui restent encore un problème majeur, en dehors de trois communications éducationnelles qui remettaient en perspective qu'est-ce que c'est que la mastocytose avec les formes qu'on appelle indolentes et les formes agressives, qui pour rappel, il y a quelques années, étaient associées à une mortalité à 2 ans de presque 80%. Là, ce qui a changé de façon remarquable, et ce qu'on savait déjà, c'est qu'il y avait des mutations d'un récepteur qu'on appelle c-KIT sur les mastocytes et qui était driver de la prolifération, et qu'il y avait aussi des mutations surajoutées qui déterminaient si la maladie était agressive. Ce qu'on appelle agressive, c'est des formes prolifératives qui vont envahir les organes, mais qui sont aussi parfois associées à des hémopathies myéloïdes, notamment des myélodysplasies, avec des mutations qu'on rencontre habituellement comme TEN2, DMT3A, et 3 qui étaient particulièrement associées à un mauvais pronostic, ASLX1, ROX1 et SRSF2. Voilà, donc pour traiter ces malades, il y a eu un protocole qu'on a appelé Explorer puis Pathfinder pour trouver des doses qui étaient adaptées avec un inhibiteur de c-KIT D816V assez sélectif, mais qui bloque d'autres kinases comme le PDGF récepteur par exemple ou le CSF récepteur. Et ce que l'ASH a montré, il y a eu une actualisation des données avec un follow-up qui était beaucoup plus long et on voit que les résultats se confirment. En gros, 80% de réponses globales, dont 60% de réponses complètes ou complètes hématologiques, avec, quand on fait des moelles, une clairance des mastocytes qui envahissent la moelle, plus d'agrégats dans presque 60% des cas. Donc des résultats qui sont remarquables. Et quand on fait le suivi de ces patients, à 2 ans, eh bien, il y a encore 80% des patients qui sont vivants. Et ça, que ce soit des formes agressives de la mastocytose ou des formes associées à une myélopathie myéloïde associée. Alors, il y a un tout petit bémol à ces résultats qui paraissent extraordinaires. C'est premièrement qu'on avait vu dans les phases exploratoires qu'il y avait des thrombopénies qui apparaissaient chez les patients et on les retrouve. Et deuxièmement, des risques hémorragiques. Et donc, certains patients ont arrêté le médicament à cause de thrombopénie pour éviter le risque d'hémorragie cérébrale, par exemple, qu'on n'a pas vu dans l'étude avec des doses qui étaient adaptées aux chiffres de plaquettes. Et peut-être que ces résultats extraordinaires sont liés aussi au fait que les patients avaient plus de 50 000 plaquettes à l'inclusion pour éviter les risques hémorragiques, dont des patients qui ne sont peut-être pas très progressifs parce qu'on sait que le chiffre de plaquettes est associé à un mauvais pronostic. En tout cas, des résultats extrêmement intéressants à surveiller et à poursuivre parce qu'ils confirment ce qu'on avait vu au départ et qui confirment bien que c-KIT D816V est driver de la prolifération et ça laisse un espoir pour les patients. Et le produit est maintenant enregistré en Europe et aux États-Unis et il est accessible en accès précoce pour les patients atteints de mastocytose systémique agressive. Maintenant, pour éviter ces complications, notamment les œdèmes liés à l'inhibition de PDGF ou les hémorragies intracérébrales, il y a 2 nouveaux produits qui sont en cours d'exploration. Il y avait une phase 1 qui avait été présentée par un produit qu'on appelle le bezuclastinib, qui est un sélectif aussi de D816V, mais qui ne bloque pas le PDGF récepteur et qui, a priori, n'a pas des incidents et des effets secondaires rencontrés avec l'avapritinib. Et là, les résultats sur 11 patients, ce qui n'est pas beaucoup, qui étaient en échec de la midostaurin, éventuellement en échec de l'avapritinib, très peu de patients, plutôt des effets secondaires, eh bien, ça confirme des très bons résultats avec 80% aussi de réponses, dont 70% je crois de clairance des agrégats dans la moelle. Donc là un nouveau produit qui est en début de développement mais qui trouvera sa place peut-être chez les patients qui auront une mauvaise tolérance de l'avapritinib ou les patients qui auront moins de 50 000 plaquettes puisqu'aujourd'hui dans la RCP du produit il faut avoir plus de 50 000 plaquettes pour l'avoir. Maintenant la question qui va se poser à l'avenir c'est est-ce qu'avec le temps on va pouvoir sortir des clones d'hémopathie myéloïde associées et est-ce qu'il faut faire des combinaisons avec ces inhibiteurs de tyrosine kinase. Il y a plein de perspectives en cours et là on revient un peu à la problématique des myélodysplasies et des leucémies aiguës chez des patients qui sont parfois âgés avec un mauvais état général.